C'est tout bon. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. On est ravis de vous partager quelques informations à propos des CDP avec Oussama, qui nous présentera tout à l'heure Dinmo et la belle CDP qu'ils sont en train de bâtir et qui a déjà conquis pas mal de belles entreprises du marché français et international aussi, hein, européen. Donc, je te laisserai en dire plus. Donc, par rapport à moi, Nathan, je suis directeur du développement commercial de Unnest. J'ai présenté rapidement l'entreprise tout à l'heure. Et Oussama, je te laisse te présenter. Salut à tous, je suis Oussama, je suis fondateur et CEO de Dinmo, un CDP composable que j'ai créé, j'ai lancé après avoir passé une dizaine d'années dans l'écosystème data, en tant que chief data officer chez Ornicar et ensuite directeur de conseil data, où j'ai pu travailler avec pas mal d'entreprises dans le retail, pas mal de secteurs, mais notamment B2C, sur la construction de plateformes data. Et je serais ravi d'accompagner Nathan pendant ce webinaire pour vous en parler un peu plus. Par rapport au planning qu'on a concocté, eh bien, il se décompose en plusieurs parties. Donc, on va présenter rapidement nos boîtes respectives. Ensuite, on vous parlera de la pertinence d'une CDP pour votre entreprise en fonction eh bien, de votre maturité sur les sujets data, de la taille de l'entreprise, de votre secteur et de vos ambitions aussi. Et donc, ça fait la transition avec la partie 3 où on parlera un peu plus cas d'usage. Et ensuite, je laisserai la main à Oussama qui nous présentera dans la partie 4 eh bien, des cas pratiques avec, je vais lâcher un petit spoiler, hein, des cas pratiques déployés chez Interflora et Galeries Lafayette, donc ils sont en production aujourd'hui et bien qu'ils présentaient il n'y a pas si longtemps lorsqu'on s'est vu à nouveau au salon Big Data IA Paris, et bien avec Vincent de Data d'Interflora qui présentait la solution et qui en vantait les capacités. Donc on ira dans la plateforme pour voir un petit peu comment se présente Dinmo et comment c'est organisé. Quelques mots sur Unnest. Donc, on a un cabinet de conseil ou une agence conseil, comme vous le souhaitez, fondée en 2021. On a plus de 30 consultants aujourd'hui internes à la boîte. On a aussi eh bien, quelques free avec qui on va travailler pour quelques projets spécifiques. On a donc structuré l'agence avec plusieurs équipes, donc opération à laquelle j'appartiens, hein, sur tous les sujets Ops et commerciaux, une équipe tracking qui va s'occuper de toute la partie collecte de données sur les assets digitaux de nos clients, une équipe data intelligence qui va venir mettre en place des dashboards et modéliser la donnée pour déployer eh bien, des usages soit BI mais aussi de data stratégie. Une équipe data platform engineering qui va venir mettre en place un moderne data stack ou une data platform sur un data warehouse cloud et qui va faire l'interface avec des outils comme Dinmo qui viendront exploiter et utiliser la donnée, la synchroniser un peu partout. Et une équipe data management qui va être vraiment focus sur la partie produit, conduite de projets, mise en place d'une organisation agile pour lancer tous ces chantiers data. Donc voilà, on a fait plus de 300 projets. On a une caractéristique chez Nest, c'est qu'on a des consultants qui sont quand même très seniors et qui proviennent soit du conseil, soit de top annonceurs. Et voilà, on a tout un panel de clients avec qui on est très heureux de bosser toute l'année. Et il y a certains logos que vous reconnaîtrez ici. Et je crois qu'on a quelques clients qui sont connectés. Donc bonjour à vous. Et voilà, notre ambition en quelques mots, hein, encore une fois, c'est vraiment de designer des stratégies data ambitieuses pour répondre aux objectifs stratégiques des entreprises et de les mettre en place ensuite. Je laisse la main au Sana. Ah, t'as ton micro qui est coupé, ouais. On t'entend pas non plus. Oussama, je crois qu'on ne t'entend pas. Je ne sais pas si dans le chat vous l'entendez. Est-ce que c'est mieux maintenant? C'est bon. Ah ben là, Sinon, c'est j'allais faire le pitch, Oussama, moi. Je te laisse. super, désolé. Il y a toujours des problèmes techniques quand on fait ce genre de webinaire. Donc, Dinmo, on est la première en fait CDP composable européenne. Par composable, en fait, on veut dire que aujourd'hui, on s'intègre nativement à des écosystèmes data cloud des entreprises. Donc, on est la première CDP aujourd'hui en Europe à être sur la marketplace de Google Cloud Platform pour s'intégrer nativement avec Google BigQuery. On est également disponible sur la marketplace AWS et partenaire de Snowflake et Databricks pour permettre à nos clients qui ont déjà investi dans un socle data et qui ont déjà entamé leur transformation avec des partenaires comme Nest de profiter de cet investissement pour construire en fait une CDP qui est ouverte aux équipes marketing,
qui leur permet d'enrichir leurs données avec des prédictions, avec des modèles sur étagère pour la prédiction du comportement futur des clients, la LTV, le churn, les recommandations produits. Et derrière, avec plus d'une soixantaine de connecteurs qu'on a développés avec l'écosystème marketing, support, sales, pour activer et synchroniser ces données enrichies avec les plateformes de marketing automation, que ce soit un Salesforce ou un Selligent ou un Braze ou n'importe quelle autre plateforme ou encore avec l'écosystème Ads. Et on reviendra tout à l'heure sur les use cases et l'approche dans sa globalité. Et ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, ce qui nous différencie, c'est la rapidité d'implémentation. Nos clients peuvent commencer dans la journée grâce à nos intégrations natives avec leur écosystème MarTech et data. Et on est également, on assure une sécurité de données parce que la donnée, elle va toujours vivre dans l'infrastructure de nos clients, ce qui nous permet d'apporter une conformité RGPD. Et on est également certifié SOC 2 type 2 par rapport à tout ce qui concerne la sécurité des données. On est financé avec des fonds européens. On a fait 2 levées de fonds de 8 millions d'euros dernièrement, dans la dernière qui est annoncée en octobre. Et on travaille avec un large panel de clients en France et en dehors. Beaucoup de retail de B2C, ça va être Galeries Lafayette, Manor, Nexity, Interflora ou encore Store. Donc des entreprises qui peuvent à la fois être des entreprises technologiques, mais également des entreprises beaucoup plus établies qui sont en train d'opérer une transformation data. Et on est présent, on est présent dans on a un autre siège, il est en France, on est une trentaine de personnes aujourd'hui, et on a un deuxième bureau en fait à Londres qui nous permet de distribuer à l'international et sur le marché anglais. Et on a un ancrage très fort, notamment en Europe. Merci Oussama. Du coup, je vais vous présenter rapidement la pertinence d'une CDP pour votre entreprise. Et donc, on va revenir un petit peu sur ce que Oussama a présenté juste à l'instant, avec le principe même d'une Customer Data Platform, qui est de pouvoir rendre exploitable en fait, rendre exploitable les données clients que vous avez dans votre écosystème data, et de pouvoir les activer selon les usages que vous souhaitez en faire. Donc là, en l'occurrence, on a plusieurs sources de données, que ce soit sur vos assets digitaux, donc le site web, l'application mobile. Vous avez des données qui sont aussi qui proviennent de sources de données offline. J'entends par là donc un outil CRM qui peut être parfois on-premise, donc qui n'est pas sur le cloud. On peut avoir des magasins, des points de vente qui vont brasser un maximum de données. L'idée, c'est d'aller les centraliser dans une Customer Data Platform. Après, on verra, je détaillerai un petit peu les différentes typologies de Customer Data Platform. En l'occurrence, ça répond aux mêmes finalités, qui sont de centraliser les données, de les réconcilier et de les unifier pour pouvoir mettre en place des cas d'usage pertinents pour de l'acquisition, de l'engagement ou du support. Pourquoi et faut-il mettre en place une CDP dans votre entreprise? Donc, on a fait un petit peu la liste des questions à se poser pour savoir si c'est pertinent pour vous ou pas. Donc, la première des choses à faire, c'est bien sûr de clarifier le besoin. Donc, est-ce que vous avez actuellement des freins pour déployer vos cas d'usage marketing? Est-ce que vous avez une bonne lisibilité sur l'ensemble de votre parcours client? Est-ce que vous arrivez à savoir que Nathan s'est connecté sur tel touchpoint à tel moment? Est-ce que vous arrivez à rassembler les interactions? Est-ce que vous avez la possibilité de mettre en place une activation cross-canal sans couture, ce qui est essentiel aujourd'hui, puisque, comme on le sait, on est sur des marchés qui sont aujourd'hui très compétitifs. Et ce qui va permettre aux marques de se démarquer, justement, c'est l'expérience client. Et c'est pour ça qu'une CDP fait sens et que vous en entendez beaucoup parler sur LinkedIn aujourd'hui. L'autre chose à faire, c'est de savoir si le fait de prendre une CDP du marché et de l'intégrer dans votre écosystème, c'est faisable. Donc, il faut analyser l'existant. Il faut savoir si vos données aujourd'hui sont facilement accessibles. Il faut identifier les principaux silos de données que vous pouvez avoir, savoir si vous avez déjà un moderne data stack qui permet d'exploiter la data ou si ce n'est pas le cas. Identifier les recouvrements fonctionnels avec d'autres outils. Je pense principalement aux outils de marketing automation, mais il peut aussi y avoir le RCU, qui est le référentiel client unique de l'entreprise, ce qui va permettre de répondre aux besoins d'unification des clients, d'unification des profils clients et de pouvoir faire de l'individualisation. Donc, il faut voir si côté DSI, ils n'ont pas déjà déployé cette brique-là de data management et si le choix d'une CDP fait sens. Et puis, il faut bien sûr identifier les prérequis qui seront nécessaires pour intégrer la plateforme.
Côté autonomie métier, il faut savoir si aujourd'hui vous avez la main sur vos données. Si ce n'est pas le cas, effectivement, la CDP peut vous aider. Si vous avez la possibilité de faire des ciblages et de créer des audiences et des segments sans pour autant aller mettre la main dans les bases de données avec du SQL ou pire avec du Python. Et si vous pouvez aussi bâtir des scorings assez facilement. Et il faut aussi se poser la question de savoir si vous avez des compétences en interne pour pouvoir mettre en place ce type d'outils. Les prérequis, j'en parlais. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place avant d'installer une CDP dans votre écosystème? Donc, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous donner quelques clés aujourd'hui. Donc, il faut bien identifier en fait les différents cas d'usage auxquels la CDP devra répondre. Il faut identifier des typologies de données qui seront nécessaires. Donc, il peut y avoir des données déclaratives à aller chercher sur des formulaires, des données comportementales à aller capturer sur vos assets digitaux. Il faut identifier les sources, où elles se trouvent, quels sont les cas d'usage que vous souhaitez déployer en priorité pour servir vos ambitions business. Et par rapport à la collecte de données, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment de data pour exploiter ce type de plateforme? Puisque eh bien, une CDP, ce n'est pas non plus un outil magique. Si vous n'avez pas les données nécessaires derrière et la bonne qualification, vous n'allez pas pouvoir aller très finement dans le déroulement de vos cas d'usage. Donc, il y a peut-être des choses à identifier en amont. Et enfin, il faudra bien identifier les utilisateurs dans votre entreprise, comment intégrer la CDP dans votre écosystème actuel et quels sont les éléments anticipés comme la conduite du changement d'une part et la conformité, la conformité pardon, RGPD de l'autre. Par rapport au CDP, donc du coup, je vais vous présenter rapidement les différentes typologies de CDP. Hein. On pourrait débattre longtemps sur les noms à mettre en face et les différents types de CDP, mais voilà, si on doit en retenir trois, il y aura les CDP plateformes, les CDP intégrés ou les pure players, qu'on peut appeler aussi les packages CDP, enfin voilà, il y a plein de mots sur le marché, et il y a les CDP composables. La principale différence entre ces plateformes, eh bien, c'est que les CDP plateformes, c'est principalement des Adobe, des Salesforce, des Oracle, qui ont fait évoluer en fait leurs outils pour répondre à ce besoin des entreprises, qui était d'ailleurs un peu largué ces dernières années, il faut le dire, par rapport à cette évolution et à ces gros mouvements qu'il y a eu sur le marché sur le mouvement des CDP. Et donc, elles ont fait basculer un petit peu leur offre produit pour venir intégrer ces dimensions-là et répondre aux cas d'usage de leurs clients. Donc, les CDP plateformes, ça fait principalement sens pour les grandes entreprises qui ont déjà investi beaucoup avec ces gros éditeurs du marché et qui sont plutôt dans un positionnement un peu monolithique, c'est-à-dire qu'ils ont des CRM Salesforce dans plusieurs entités et du coup, ça fait sens d'aller plus loin dans les outils à déployer avec cet éditeur. Et voilà, c'est un partenariat très très long terme et très coûteux aussi. Donc voilà, il faut bien calculer tout ça. Donc j'ai mis quelques exemples en face, hein, du Engie, L'Oréal, qui ont fait le choix de partir avec ce type de solution. Il y a les CDP package, pure player, donc Bloomreach, Imagino, c'est peut-être les plus connus aujourd'hui sur le marché français. Je peux en citer d'autres, il y a Treasure Data, il y a aussi Commanders Act qui a déployé leur propre CDP. Donc là, en l'occurrence, c'est des CDP qui vont venir répondre à une verticale en règle générale ou à plusieurs, mais en règle générale, voilà, c'est vraiment, elles sont focus sur une partie. Elles vont venir intervenir sur la partie data management et activation de la donnée avec des synchronisations API sur les plateformes, enfin sur les destinations souhaitées. Et donc là, en l'occurrence, on pourrait citer par exemple Intersport qui bosse avec Imagino ou d'autres acteurs du marché. Là, en l'occurrence, c'est principalement pour les boîtes qui n'ont pas mis en place de transformation et de moderne data stack et qui n'ont pas de data warehouse pour exploiter leurs données. Donc, du coup, ça vient accélérer un petit peu leur transfo. Et enfin, il y a les CDP composables. Donc là, c'est principalement pour les boîtes qui sont déjà assez matures sur la data ou qui souhaitent l'être. Et donc, là, en l'occurrence, ça fait parfaitement sens puisque on vient mettre en place donc, un data warehouse cloud, que ce soit BigQuery, Snowflake ou Databricks. Je pourrais en citer d'autres. Et derrière, on va venir mettre un module au-dessus de ce socle de données pour exploiter la data, comme Dilmo par exemple. Et on va faire le lien avec l'outil de marketing automation, avec Braze par exemple, Brevo, il peut y en avoir plein. Et là, en l'occurrence, ça va vraiment adresser tous les segments en fait marché, puisque les grandes entreprises comme Accor Hotel ont choisi ce type d'architecture-là. Il y a des ETI qui font aussi ce choix. Il y a Interflora, on en parlera tout à l'heure avec Oussama. Et puis, voilà, pour les startups, les scale-up, c'est aussi très pertinent puisqu'en général, elles sont arrivées tard sur le marché. Elles ont déjà mis en place leur data warehouse et toute une architecture qui permet de venir connecter facilement une CDP composable et ça permet de savoir quel usage.
Donc voilà, je suis passé un petit peu longuement sur ce slide pour bien que vous compreniez un petit peu la physionomie. Je vais vous montrer un petit peu quelques logos et un exemple d'architecture pour que vous compreniez. Donc du coup, on a les sources de données, on a l'intégration avec un ETL. Bon, j'ai mis Fivetran, mais il pouvait y en avoir d'autres. On va avoir tout le stockage des données dans un data warehouse comme BigQuery. On va avoir une partie transfo avec la data préparation et l'orchestration au sein du SI. On peut avoir une couche de machine learning et enfin, on aura la partie automation avec des outils comme Dynamo qui vont permettre de synchroniser les données, les audiences vers les plateformes publicitaires ou vers les outils de marketing automation comme Klaviyo par exemple. Et enfin, on aura bien sûr la partie usage avec Looker Studio. Je montre encore un exemple d'architecture pour les grandes entreprises. Donc, j'ai changé un petit peu la dichotomie, mais ça reste un petit peu le même ADN. Mais en gros, on va avoir un data warehouse avec des données qui seront sur Snowflake, adossées à AWS pour la partie cloud. On aura donc Dynamo qui permettra d'exploiter la donnée depuis Snowflake et de la synchroniser avec l'outil de marketing automation comme Braze. Et là, en l'occurrence, on va voir les cas d'usage après, mais on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc sur la partie ambition et cas d'usage, donc là on a parlé un peu de tech, on a parlé un petit peu outils. L'idée c'est maintenant de voir à quoi ça sert en fait une CDP. Et ensuite on ira encore un cran plus loin puisqu'on va vous montrer avec Oussama eh bien, la plateforme de Dynamo et puis les cas d'usage qui sont mis en place avec Interflora et Galerie Lafayette. Donc activer sa donnée, c'est plus essentiel que jamais. Et effectivement, on le disait déjà pour 2024, mais ce sera aussi le cas pour 2025. Ce sera vraiment clé d'être dans la maîtrise de son potentiel de données, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, la fin des cookies tiers est actée. Donc, il faut trouver des solutions qui permettent de répondre à vos cas d'usage et d'exploiter vos données clients pour être maître du destin de vos marques. Et donc là, en l'occurrence, la CDP permettra d'y répondre. Donc, à quel principe ça doit répondre? C'est le fait de faire évoluer eh bien, un prospect chaud en client qui va peut-être churner et de le faire revenir avec eh bien, une couche d'intelligence qui va permettre de l'identifier tout au long de son parcours, de connaître pardon, ses moments de vie et de pouvoir lui envoyer la bonne communication au bon moment. Donc, on a des plateformes, et là, en l'occurrence, on parlera un petit peu de lifetime value tout à l'heure avec Oussama, et qui permettent de calculer nativement, en fait, la LTV des clients et de pouvoir identifier ces moments qui sont clés pour eux. Donc, l'ambition, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est bien d'avoir une vision unique des clients, donc avec cette vue unifiée qui doit répondre à plusieurs principes. Donc, le ciblage pour créer des audiences pertinentes, la personnalisation des communications sortantes, l'orchestration des données avec un bon séquencement entre les différents canaux, l'activation en fonction du moment de vie et la mesure de l'attribution et du ROMI, donc qui est le ROI marketing qui pourra être permis par rapport à la maîtrise de vos data. Donc les fonctionnalités natives qui vont avoir un gros impact au cœur des CDP, donc on en a parlé tout à l'heure, mais c'est le fait de donner de l'autonomie au métier, c'est le fait de pouvoir bâtir un modèle de données qui soit vraiment orienté par rapport à votre business. Donc si vous êtes par exemple dans le domaine de l'énergie, eh bien le modèle de données doit être conçu d'une certaine façon pour tenir compte des problématiques de multilocal par exemple. Par exemple, enfin voilà, il peut y avoir pas mal de choses, mais en l'occurrence, on va vraiment venir mettre en place une MDD, enfin un MDD qui soit vraiment euh, orienté business. On peut, avec une CDP, mettre en place une segmentation no-code. C'est une fonctionnalité clé, et si en l'occurrence, la CDP ne l'adresse pas, c'est quand même le problème, ce sera que les métiers auront moins d'autonomie, donc forcément, ce sera contre-productif. On doit pouvoir gérer la pression quoi assez facilement. Et ça doit se faire soit directement dans la CDP, si vous prenez par exemple un pure player, une CDP package, soit entre la data platform et la CDP, si vous êtes dans une logique de composable CDP. Concernant l'activation et l'orchestration, donc on doit pouvoir faire de l'activation multicanal, du rebond en fonction des événements et pouvoir bâtir une stratégie d'audience qui soit efficace avec des contenus qui sont personnalisés. Et enfin, il faut une bonne couche d'IA. Et donc, on va y revenir. L'idée, c'est de pouvoir faire un ciblage intelligent, d'avoir des recommandations de segments à bâtir ou de pouvoir faire voilà, enfin, construire sa stratégie d'audience à proprement parler. On doit avoir des scoring natifs qui sont intégrés dedans pour éviter le temps à passer en data science et de faire des algos in-house qui peuvent être consommateurs de temps. Donc là, il y a des plateformes qui le proposent nativement, il faut en profiter. Et de l'analyse prédictive aussi, puisque la CDP va agréger différentes sources de données et va connaître les moments de vie. Forcément, elle va pouvoir savoir
par rapport à l'activité d'un contact si eh bien, il est toujours aussi intéressé par votre marque ou si au contraire, eh bien, il va s'en détourner. Par rapport aux cas d'usage qui sont pertinents par secteur, alors il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup d'industries, donc l'idée c'est qu'on a mis un petit florilège et bien sûr on pourra continuer la discussion ensuite si vous avez des questions ou on pourra se faire un call ad hoc avec grand plaisir. Mais voilà, c'est pour détailler rapidement pour les secteurs qui sont à l'écran. Donc on a choisi le secteur des médias, du retail et du e-commerce. On va longuement en parler d'ailleurs avec Sama tout à l'heure, de la banque et assurance et du tourisme. Donc, par rapport aux médias, ce qui serait super intéressant avec une CDP, eh bien, c'est de mettre en place une hyper-optimisation des opérations marketing et de pouvoir calculer la probabilité de conversion pour pouvoir pousser les abonnements au moment opportun. C'est le fait de pouvoir augmenter le matching publicitaire pour aller faire de l'acquisition et savoir que une personne, par exemple, qui a visité le monde, se trouve sur tel site dans l'open web et pouvoir le cibler de telle façon. Le fait de pouvoir aussi, comme je le disais tout à l'heure, créer des audiences et pousser des contenus par intérêt et par appétence. Par exemple, moi, je suis très fan de géopolitique, donc la CDP doit le savoir et doit m'envoyer des contenus qui vont en parler pour me vendre un abonnement pour Le Monde ou doit calculer mon churn par rapport à Le Monde. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Le Monde dans le webinaire, mais en tout cas, j'en ai beaucoup parlé. Je parle sur la partie retail et e-commerce. Ça, c'est un cas d'usage qu'on va vous présenter tout à l'heure, le cas pratique de Dinmo pour l'optimisation SIA via la marge client. Donc ça, c'est super intéressant et je vais faire un petit aparté là-dessus puisque ce cas d'usage-là est permis si vous avez une architecture qui le permet également. Donc la marge client, elle peut pas être poussée côté client. En fait, il faut pouvoir faire du tracking server-side. En fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va prendre un petit peu de temps, mais on va venir exposer en fait la marge client côté serveur et derrière, on va pouvoir ajuster la stratégie d'enchère par rapport à ça. Donc, on en reparlera. Il y a le fait de mettre en place une individualisation pardon, de l'expérience client qui va permettre de mettre en place du clienteling. Ça, c'est super important. Le fait de déployer des scorings comme le RFM, et ça, c'est fait de façon native dans la plateforme. Dinmo le fait par exemple. Et il y a aussi le fait d'avoir une stratégie ROPO, donc Research Online, Purchase Offline, et de pouvoir mesurer l'impact de la navigation en ligne sur les ventes magasins ou inversement. Et puis, bien sûr, avec une CDP, on peut aussi, puisqu'on a accès à toutes les sources de données, faire des prédictions des ventes et aussi mettre en place un alerting sur les stocks pour pouvoir toujours répondre à la demande. Donc ça, c'est un autre exemple de cas d'usage pour le retail et l'e-commerce. Pour la banque et l'assurance, il y a le fait d'aller faire du cross-sell dans le moment de vie client. Donc voilà, Nathan, il a demandé un prêt immobilier. Je vais lui pousser aussi une assurance habitation, par exemple. Ça, la CDP peut le faire automatiquement parce qu'on peut se dire, bon, on réinvente pas la roue, mais en l'occurrence, la CDP, l'intelligence que vous allez mettre dedans, c'est ça qui va vous permettre de limiter la partie opérationnelle pour se concentrer sur la stratégie. Il y a le fait de valoriser les clients avec une forte LTV, le fait de faire de l'orchestration intelligente des appels sortants auprès des call centers et du lead scoring précis et dynamique. Concernant le tourisme, il y a le fait de pousser le bon scénario relationnel à la bonne personne, de faire l'exclusion automatique des campagnes d'acquisition des clients non qualifiés, de faire de l'upsell avant le séjour en fonction de la qualification du client et de ses appétences et pouvoir personnaliser l'expérience post-booking, donc soit au check-in, soit selon des propositions personnalisées en fonction de ses centres d'intérêt. Donc voilà, c'est tout un panel. Après, ça reste assez top line. L'idée, c'est qu'on aille un peu plus loin en vous montrant avec Oussama comment s'articule un petit peu Dinmo, quelle est l'interface et puis quels sont les cas clients qu'il a déroulés avec des très belles boîtes. Merci beaucoup, Nathan, pour cette intro sur les CDP et les différents cas d'usage. On a essayé vraiment de se focaliser vraiment sur des cas pratiques parce que ça nous semble important en fait de lier l'investissement CDP, ça reste quand même un investissement qui a un certain coût, à des cas d'usage qui peuvent en fait ramener du ROI à l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental chez nous. À chaque fois qu'on va travailler avec un client, la première chose qu'on va essayer d'identifier, c'est les cas d'usage qui peuvent permettre en fait de mesurer le ROI en fait de l'investissement de la plateforme avant d'aller dans des investissements encore plus lourds d'un point de vue collecte de données
et déploiement de cas d'usage. Et typiquement, si je prends le cas Interflora, c'est un cas très révélateur de cette stratégie, cette manière de faire différente avec les CDP composables. On est arrivé la première fois après une discussion avec Vincent, le Head of Data, qui a entendu parler de nous dans un podcast. Et à ce moment-là, ils étaient en train de créer leur socle data dans GCP, donc Google BigQuery, avec pas mal d'investissements. Ils n'avaient pas beaucoup de ressources pour répondre aux demandes internes des équipes marketing et notamment des équipes e-commerce pour construire des pipelines de données qui vont envoyer la marge à Google, qui vont partager des listes first party pour Facebook, TikTok, d'autres plateformes publicitaires pour faire des stratégies d'exclusion, du lookalike. Donc, il y avait énormément de demandes en interne et eux, ils étaient dans une partie où ils n'ont pas suffisamment de ressources pour répondre à tous ce besoin. Donc, on est arrivé vraiment accélérer l'implémentation de tous ces projets en fait qui étaient sur étagère et qui attendaient, qui étaient bloqués par des ressources techniques. Avec rapidement, en fait, en une demi-journée, on a connecté la plateforme aux données qui sont déjà disponibles. Donc, on partait d'un périmètre qui contenait tous les clients avec toutes leurs commandes. On n'avait pas encore à ce moment-là le détail des produits, par exemple, mais on a accepté en fait de commencer avec ces données qui ont construit une certaine vision du parcours client, mais qui derrière ont permis en fait de débloquer plein de cas d'usage côté SIA dont ils avaient besoin pour faire face à la disparition des cookies tiers et notamment avec un ensemble de cas d'usage qui étaient implémentés. Le premier était de s'assurer que toutes les conversions remontent vers les plateformes publicitaires. Donc ça, on a les intégrations avec tout l'écosystème tech qui leur a permis de connecter ces conversions qui étaient disponibles dans leur Google BigQuery à toutes ces plateformes publicitaires. Et ensuite, le cas d'usage phare, on en a parlé Nathan tout à l'heure, c'était de passer d'une optimisation à la valeur, donc la valeur d'un achat e-commerce, à une optimisation plutôt à la marge. Pourquoi ? Parce que Interflora dispose d'un large catalogue de produits avec des marges qui peuvent défiler. Donc, il y a des investissements, il y a des produits en fait qui peuvent être plus chers, mais qu'en fait, ils généraient moins de marge que des produits qui sont moins chers, mais qui génèrent plus de marge. Et comme c'est des informations quand même en fait confidentielles en entreprise, on ne peut pas les exposer dans un tag manager parce que ce sera disponible un peu pour le marché et notamment pour la concurrence. Donc, il fallait trouver une solution qui passe par le serveur et du coup, en fait, le calcul de la marge a été fait dans le Google BigQuery. Nous, on prenait cette donnée et en fait, on la renvoyait directement à Google Ads, en fait, en réajustant la valeur théorique de la marge de chaque produit à la marge réelle. Et ça permet également en fait, d'annuler les commandes qui étaient retournées ou qui étaient annulées par la suite pour s'assurer que Google Ads, en fait, il était nourri des bonnes données et on leur donne toutes les informations sur ce qui a de la valeur pour l'entreprise. Et Google Ads, donc avec ses algorithmes en fait, qui s'optimisent avec de l'intelligence artificielle, arrive à aller chercher les bons clients qui vont acheter le bon produit pour maximiser le KPI numéro 1 pour la boîte qui était la marge. Et au bout de 4 mois, et quand on a analysé, quand Guillaume Humbert, le directeur e-commerce, avait analysé l'impact en fait du passage sur ce nouveau mode d'optimisation, au niveau du groupe, on détecte en fait qu'on gagne 5 points de marge net grâce à ça. Il faut savoir qu'Interflora, c'est un business quand même qui est très drivé par l'acquisition en ligne. Et donc, n'importe quel euro investi n'importe quelle optimisation a un impact direct sur la bottom line. Et on sait que dans cette situation un peu économique globale, à quel point c'est important de rentabiliser n'importe quel investissement, et surtout quand ça se compte en plusieurs millions d'euros. Voilà. Ça, c'était vraiment le cas d'usage par lequel on a commencé. Au début, quand on a implémenté l'IMO, on était vraiment focalisé pendant les 3 premiers mois à l'optimiser ce levier seul, donc le levier d'acquisition en ligne, avec tout ce qui est possible, en utilisant les audiences, les conversions, etc. Une fois qu'on a mesuré en fait cet impact, toute l'entreprise était rassurée par rapport au ROI de ce cas d'usage. On est passé à d'autres plateformes, notamment pour aider sur la migration d'un CRM Adobe Campaign vers un CRM Emarsys, parce qu'on dispose de tous ces connecteurs. La donnée, en fait, ils sont maîtres de leurs données. Leurs données
dans Google BigQuery. Donc, il fallait juste avoir la capacité à synchroniser leur RCU avec cette nouvelle plateforme. Ensuite, il y avait aussi un projet de changer d'outil de support pour passer sur Zendesk, qui Dinmo était vraiment un accélérateur en fait de cette migration, parce qu'encore une fois, on se retrouve dans le cas où les données ils sont dans l'infrastructure du client et le seul blocage qu'il faut lever, c'est cette interconnexion avec cet ensemble d'outils. Et aujourd'hui, on essaie en fait d'aller un peu plus loin sur l'exploitation des modèles d'IA qu'on apporte sur étagère pour être un peu plus pertinent à l'intérieur des campagnes qu'on opère sur les leviers de marketing automation et en dehors. Voilà. Donc là, on a essayé en fait d'explorer et d'exposer surtout en fait un cas d'usage qui est pour le responsable d'acquisition, parce que souvent c'est quelque chose, c'est un persona qui est un peu oublié dans les discussions CDP. Alors que pour nous, aujourd'hui, le client peut être sur une plateforme ads, peut être sur le site. Il n'a pas de relation uniquement via le CRM avec les clients. Il me semble qu'il y a une question de Fabien. Je ne sais pas si tu souhaites qu'on réponde à la question tout de suite, Nathan. Comment tu veux? Vas-y, Oussama, je pense que c'est bien là. J'y réponds tout de suite, ouais. Ok, donc en fait, là, on va répondre du coup à la question de Fabien. Fabien pose la question, est-ce que Dinmo permet d'orchestrer cette remontée de conversion directement dans Google Ads, ou il y a un outil intermédiaire à prévoir? En fait, c'est Dinmo qui dispose de tous ces connecteurs. Donc, du moment où vous avez déjà en fait la donnée de conversion de marge, nous, on dispose, et on y revient, je montrerai tout à l'heure sur la plateforme, de toutes les connexions qui nous permettent d'envoyer des conversions, d'ajuster leurs valeurs pour les passer à la marge, d'annuler une conversion quand il y a une conversion une commande en fait qui était annulée, ou de changer la valeur parce qu'il y a un retour partiel. Donc, toutes ces connexions, en fait, elles peuvent être orchestrées depuis Dinmo pour alimenter Google Ads avec la bonne donnée first party. Donc, il n'y a pas d'outil intermédiaire à utiliser. On va passer au Galeries Lafayette, pardon. Parfait. Donc là, on a vu en fait un des cas d'usage en fait côté responsable d'acquisition. Donc le persona pour nous aujourd'hui doit être assez important et dans la discussion de tous ces projets CDP. Maintenant, si on revient en fait sur plus des cas d'usage CMO, au niveau CMO, et donc c'est qui inclut aussi le levier CRM. Un des enjeux en fait chez Galeries Lafayette, quand on a commencé à travailler, on est rentré aussi sur des problématiques d'acquisition, et rapidement en fait on est parti sur des problématiques plus CRM. Et la problématique principale pour une entreprise comme Galeries Lafayette, c'est la distribution de plusieurs marques, donc un catalogue de produits qui est extrêmement large, qui va du produit à moins de 100 € qui peut être vendu pendant les périodes de solde, à des produits qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et du coup, ce qui en découle, c'est des différences dans le comportement d'achat entre les différents clients. Donc, on peut trouver des clients qui peuvent acheter une fois par an à l'occasion des soldes et qui peuvent rester fidèles à la marque. D'autres, en fait, qui ont un parcours d'achat beaucoup plus régulier. La problématique d'un point de vue CRM, c'est de savoir qui sont les clients, en fait, qui sont à risque de churn, qui sont les clients qui peuvent devenir mes clients VIP, et quels produits je dois recommander, en fait, à chaque client. Entre tous ces produits-là, pour sortir d'une approche de masse et être plus dans la personnalisation par rapport à l'activité du client. Donc, la première chose qu'on a fait une fois qu'on a taclé tous les cas d'usage autour de l'optimisation de l'acquisition, c'est d'appliquer nos algorithmes de prédiction du comportement futur du client, et notamment dans un premier temps, c'était autour de comprendre dans la base client qui sont les clients fidèles, les clients à risque de churn, et essayer de personnaliser les campagnes anti-churn uniquement à ces clients-là qui sont encore rattrapables, qui ne sont pas encore perdus, et laisser tranquille les clients qui sont fidèles et en fait qui ont un comportement normal. Donc rapidement, nos algorithmes s'entraînent sur leurs données. Donc ils vont analyser vraiment tous les comportements d'achat pour identifier et scorer tous les clients et mettre à jour ces scores selon les comportements qu'on observe par la suite. Donc cette information, elle vient enrichir leur vision client. Donc là, aujourd'hui, ils disposent de tout ce qui s'est passé par le passé et ce qu'on prévoit pour le futur. Et une fois que ceci est fait, ils sont capables de créer des audiences
de clients qui sont à risque de churn, de clients qui peuvent acheter en fait le mois prochain et les exploiter en multi-levier. Donc, les clients qui peuvent acheter pendant le Black Friday, c'est une audience à la fois travaillée en CRM, et pour les clients qui n'ont pas acheté via le CRM, en fait, on va coupler ça avec une campagne en fait de réactivation qui envoie exactement le même message sur Facebook, sur Google. Pourquoi? Parce que on a l'information, ce qui permet sur des campagnes spécifiques à des périodes de soldes, comme le Black Friday, en fait, de diviser le cost of sales par deux et d'aller en fait sur ces campagnes et diminuer le coût par clic à moins 28% parce qu'on distribue à une population qu'on connaît, qu'on maîtrise son intérêt, son intent en fait d'achat. Donc on a plus de répondants du côté de cette population. Et ça, sincèrement, en fait, dans ce genre de cas, la question c'était est-ce qu'on investit en fait en double, triple la taille de notre équipe data science, on commence à construire les modèles, on exploite en fait nos modèles qui sont optimisés et créés pour des cas du retail et que je peux présenter tout à l'heure pour voir concrètement à quoi ça ressemble sur la plateforme. Voilà, donc là, comme vous voyez, on couvre un peu deux cas d'usage qui vont de l'acquisition à l'amélioration de la LTV client et qui, in fine, vont optimiser pour moi un KPI important pour n'importe quelle entreprise. C'est la LTV qu'on peut générer sur un client par rapport à son coût d'acquisition. Donc, si on est capable d'augmenter la LTV, diminuer le coût d'acquisition, là, pour le coup, on peut, en revenant à la slide de départ de Nathan, atteindre les 3 fois de LTV tout en minimisant le coût d'acquisition et l'impact sur la top line et la bottom line de l'entreprise. Super intéressant, merci Oussama. On a une question de Elliot dans le chat, je te l'ai mis en direct. Donc, Elliot, peut-on considérer Dimo comme un CRM amélioré? Je ne comprends pas toujours la différence entre un CRM et Customer Data Platform. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Et sincèrement, aujourd'hui, c'est une des questions qui nous revient le plus. Parce que le CRM, en fait, contient de la donnée. Donc, on peut se dire, le CRM est censé contenir la donnée par rapport au client. Donc, pourquoi j'aurais besoin d'une CDP? La première réponse, en fait, consiste à dire que le CRM, la base de données d'un CRM, elle est optimisée pour l'envoi de mails. Et donc, en général, quand on va regarder un CRM, on va avoir un modèle de données qui est extrêmement limité, qui ne vous permet pas d'avoir toute l'information par rapport à vos clients. Et si vous envoyez toutes les transactions, tous les événements web à votre CRM, vous allez exploser le coût, vous allez avoir en fait des problématiques de performance sur le CRM. Donc ça, c'est un peu la première question. Ensuite, si on pousse un peu plus loin le trait, il y a des solutions, on en a parlé Nathan tout à l'heure, qui combinent CRM plus CDP pour avoir un peu la même promesse et accès à 100% de la donnée. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, considérer le CRM et le CDP comme une même pièce, en fait, mais de côté, l'autre personnel dont on a parlé, le responsable d'acquisition, d'autres cas d'usage pour le support. Donc, ça n'ouvre pas la capacité de la CDP à d'autres leviers qui sont importants pour l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on milite pour se dire que la CDP, c'est une composante qui doit vraiment vivre à l'extérieur des leviers pour faire en sorte à ce qu'on explore tous les cas d'usage et qu'on mutualise les leviers et qu'on ne soit pas trop limité à un seul levier qui est le CRM. J'espère que ça répond à la question. En tout cas, ces deux aspects que je mets tout le temps en avant, c'est cette capacité du CRM à accueillir 100% de la donnée. Et la deuxième, c'est est-ce que vous voulez faire des activations qui sont multicanales et qui permettent, in fine, par exemple, de dire le client pendant la première semaine d'un programme d'upsell, je vais lui envoyer un SMS et un mail. S'il ne répond pas, il ne fait pas d'achat, probablement je vais passer ce même client sur Facebook, sur Google pour le retargeter, ce qui permet de ne pas dépenser de l'argent en plusieurs leviers en même temps sur des populations qui peuvent être travaillées par des leviers propres. Voilà, des cas d'usage de ce type. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous calculez la rentabilité des campagnes et audiences? Utilisez-vous une population blanche? Alors, la rentabilité des campagnes et des audiences, malheureusement, ça, c'est pour le coup, pour moi, c'est des sujets vraiment sur lesquels, en fait, on travaille avec des partenaires comme Nest, en fait, qui ont la capacité d'aller travailler sur les bons modèles de mesure. Parce que mesurer la rentabilité d'une campagne qui peut être multilevier, c'est vraiment un exercice extrêmement difficile, notamment avec la disparition des cookies-tiers et l'incapacité à réconcilier les parcours cross-device, cross-canal, et réconcilier les différentes sources qui ont ramené le client. Donc,
c'est très difficile. On a réfléchi beaucoup à ce sujet sur la plateforme et c'est très dur de récupérer l'information de CRM, des plateformes ads et d'essayer de comprendre la rentabilité. Par contre, et ça, on va le sortir en Q1 2025, c'est la capacité de faire des A/B tests, donc de garder des populations blanches, comme vous l'indiquiez là, un groupe témoin, et ensuite envoyer une audience en traitement sur le CRM ou sur les plateformes ads, et ensuite revenir sur la plateforme et voir s'il y a un uplift qui est statistiquement significatif sur la population qui a été traitée. Donc ça, c'est une manière qui est statistiquement fiable et qui vous donnera une indication sur la rentabilité d'un traitement dans sa globalité. On ne l'a pas encore sur la plateforme, mais elle arrive en Q1 2025. Top, merci. On a une dernière question et après on va aller dans la plateforme parce que sinon on n'aura plus de temps. Une question de Hamza pour toi, Sana. Ouais, j'ai un site e-commerce, je fais des publicités avec Google Ads et Meta Ads pour générer du trafic et du chiffre d'affaires. Je fais mes ciblages et segmentation directement dans Meta Ads et j'utilise Klaviyo pour l'auto-market. Quelle serait la plus-value en mettant en place Dinmo? Alors, du moment, en fait, on a une stack extrêmement simple, en fait, qui consiste à connecter un Shopify, par exemple, un outil type Klaviyo, et que les seules activations, c'est de partager des audiences, en fait, avec Facebook et Google. Sincèrement, c'est un setup parfait. Donc, il n'y a pas besoin de Dinmo au milieu. Je ne vois pas, en fait, d'intérêt, si ce n'est de profiter de nos algorithmes de prédiction de LTV churn. Et c'est ce qu'on dit, en fait, à pas mal de nos clients. Vous avez un setup aujourd'hui par rapport à vos cas d'usage qui vous permet de répondre à tout. Donc, il ne faut pas aller chercher la complexité et la CDP quand on n'a pas d'enjeu de réconciliation de données de plusieurs sources, donc passer par un data warehouse pour réconcilier, et quand on a toutes les informations pour faire les campagnes CRM, et ensuite depuis l'outil marketing automation faire ces partages d'audience, je pense qu'en fait c'est suffisant pour ce genre de cas. Et c'est là où il faut se poser toujours les questions au début. Est-ce que j'ai réellement besoin d'une CDP et c'est quoi les cas d'usage que je vais essayer de faire avec la CDP? Il nous reste combien de temps pour 2 faire... minutes. 2 minutes. On va essayer, s'il y a un peu de temps, pour faire... je vais partager mon écran pour aller directement sur la plateforme. Je pense que c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble. Donc, en fait, la première étape à n'importe quel projet, une fois que le data warehouse est déjà construit et qu'on commence en fait à avoir un peu de données, c'est de définir le modèle de données client. Donc, le modèle de données qui permet de décrire toutes les activités du client. Et en général, si on prend en fait un modèle type e-commerce retail, c'est des clients qui font des commandes. Ces commandes sont liées à des produits. Ces commandes peuvent arriver dans des périodes de soldes, donc des sales périodes. Et ces mêmes clients peuvent venir sur le site, faire des abandons de panier ou visiter ou regarder des produits. Donc, une fois que l'équipe data, en fait, elle vient avec son modèle, on passe directement à l'étape en fait d'intégration avec Dinmo, qui se passe globalement une étape en fait pour l'équipe data, donc la connexion de Dinmo au data warehouse, au data lake, et on dispose en fait de tous ces connecteurs qui nous permettent en fait de s'intégrer nativement avec toutes ces plateformes. Et typiquement, si on se dit, je veux connecter Google BigQuery, il faut juste renseigner les informations par rapport au projet ou stocker les données, suivre notre documentation qui est là. Et derrière, Dinmo a accès en lecture et en exécution de requêtes SQL pour récupérer les données sur ce data warehouse. Et on ne va jamais copier les données dans notre backend. L'étape 2, c'est d'aller récupérer toutes les tables ou les vues dans cette source de données et de les connecter à Dinmo pour que Dinmo comprenne où est-ce qu'on peut aller chercher les clients, où est-ce qu'on peut aller chercher les commandes, les événements en ligne, etc. Et ça se passe de façon, je ne vais pas faire tout le parcours, mais vraiment, c'est aller définir le schéma que vous voulez en fait mettre à disposition de votre équipe marketing, où est-ce que la table elle, se trouve. Et la dernière étape, c'est le lien entre n'importe quelle entité de votre modèle client donc, et le reste. Donc, un client, il peut faire plusieurs transactions, il a des canaux préférentiels, il fait des événements sur le site, on lui recommande des produits affinitaires et c'est là où vient Dinmo. Donc, on va enrichir ce modèle client avec ces 3 informations. Le canal préférentiel en analysant toutes les interactions clients sur les différents canaux. Ensuite, les recommandations produits. Donc, c'est quoi les produits qu'on peut recommander à n'importe quel client. Et pour finir, des prédictions de LTV et de churn pour identifier les clients à risque de churn et les clients potentiels VIP.
Une fois, du coup, enfin, et ça se passe, donc cette partie d'enrichissement, elle se passe sur la plateforme. On a un catalogue large, comme vous le voyez, qui s'adapte, qui aujourd'hui s'adapte à l'industrie du retail et du média. Donc, quand on a un business de recommandation de contenu, et ça permet en fait d'avoir du coup des données qui viennent enrichir en fait les investissements data du client, comme vous le voyez ici avec les product recommendations. Vous pouvez avoir en fait aussi une idée sur la performance de cette prédiction. Une fois qu'on a toutes ces données enrichies, on est capable de construire des segments pertinents par rapport à chaque cas d'usage. Donc, disons que j'ai besoin d'avoir une liste qui contient tous les clients qui ont churné. Donc, je crée une définition de ce que c'est un client qui a churné. Ici, j'ai mis tous les clients qui n'ont pas acheté depuis plus que 365 jours. Si on a activé le module de prédiction d'IA, on peut dire où son score de churn est supérieur ou égal à 0,5. Donc là, on passe d'une création basée sur une moyenne pour tous les clients. Au bout d'un an, on peut considérer qu'il a churné. Et ici, on va analyser selon le comportement de chaque client et le score du modèle prédictif. Et voilà, on peut combiner des règles and et des or pour construire ces différents segments. Donc, la première étape, c'est d'aller construire ces différents segments. On peut aussi construire le segment des clients qui sont opt-in. Et derrière, je vous montre en fait un cas d'usage où j'ai envie de recommander des produits, des hauts. Je suis une marque de vêtements qui vend plusieurs produits. Je vais identifier la population qui serait la plus susceptible d'acheter la catégorie des hauts. Donc, acheter des sous-vêtements et maintenant, je veux recommander des produits, des t-shirts, des pulls, etc. Donc, comment je vais construire cette audience? Donc, la première chose, je vais prendre tous les clients. Je vais exclure tous les clients qui ont acheté en fait de la catégorie haut et qui seraient affinitaires à cette même catégorie. Donc, je vais aller chercher ces informations dans les recommandations de produits de Dynamo pour dire je prends tous les clients qui ont un produit qui est recommandé dans la catégorie haut et qui ont un score d'affinité qui est supérieur à 0,7. Et donc là, j'ai ce segment dynamique qui va se mettre à jour régulièrement que je peux aller partager avec les plateformes où j'ai envie d'avoir ce programme de cross-sell. Et là, en fait, on peut appuyer sur Activate et choisir vers où on veut le partager. Et en quelques clics, en fait, Didmo va automatiquement mettre ce segment en synchronisation avec toutes ces plateformes pour que vous puissiez construire des campagnes, que ce soit CRM ou que ce soit publicitaire sur ce même segment qui restera tout le temps à jour grâce au connecteur en fait, que Dynamo met à disposition. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans la présentation de tout le reste des modules, dans les modules de préparation de données comme la résolution d'identité ou encore des modules en fait, d'intelligence artificielle qui permettent de chatter avec les données, d'avoir une sorte de module de BI. Peut-être on aura l'occasion d'en refaire un autre webinaire avec Nathan, mais j'essaie de respecter le temps, surtout que là, on est à 49, et pour voir s'il y a aussi des questions avec lesquelles on peut finir. C'était canon déjà comme présentation, Oussama, et l'outil, enfin le produit, j'en vois quand même pas mal des CDP, et franchement, l'interface utilisateur est déjà léchée, je trouve, elle est très bien. Et les fonctionnalités que vous avez mis en place, elles sont aussi super utiles pour les équipes marketing et digital. Donc, c'est vraiment un super produit. Si vous avez des questions pour Oussama ou pour Nest, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis sinon, je vais mettre fin à l'événement. Et bien sûr, vous pourrez nous recontacter pour soit avoir une démo de Dynamo encore un peu plus poussée avec Oussama et ses équipes ou discuter de projets data avec nous côté Nest. Exactement. On est disponible à la fois par mail, on enverra une communication ou également vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. On sera en tout cas ravis de poursuivre cette discussion. Je sais que c'est un sujet qui peut être tentaculaire avec pas mal d'implications et qu'on peut avoir des discussions autour de cas d'usage en particulier. En tout cas, on sera ravis de poursuivre cet échange après ce webinaire. Et on vous partage bien sûr le replay si vous voulez le partager avec des équipes en interne. Carrément. On a une petite dernière question, ça va quand même, pour la route. Allez, c'est très bien. Alors, question rapide sur la résolution de données. Dans les grandes lignes, comment fonctionne cookie, user ID, fingerprinting, etc. Alors, le modèle de résolution d'identité qu'on a aujourd'hui, il est basé sur la réconciliation de plusieurs fichiers clients
qui viennent de plusieurs systèmes. Donc, imaginons qu'on a une entreprise qui a plusieurs agences, qui distribue des voitures, qui a plusieurs ERP et l'agent, en fait, il va renseigner les comptes clients et parfois, en fait, on peut se retrouver avec des comptes qui sont dupliqués parce que l'entreprise n'est pas capable de mettre un Customer ID qui est partagé entre les différents comptes clients. Donc, à ce moment-là, en fait, la donnée, elle va être régulièrement synchronisée avec un Snowflake, avec un Google BigQuery et Dinmo viendra appliquer un processus de résolution d'identité pour vérifier si les clients sont les mêmes, matchent un certain nombre de règles de type est-ce qu'ils ont la même adresse email plus le même domaine d'entreprise ou nom, prénom et code postal ou numéro SIRET qui va. Donc, un ensemble de règles métiers de ce type et Dinmo, en fait, va analyser automatiquement et en incrémental à chaque fois est-ce qu'il y a des profils en fait qui sont dupliqués et ensuite les dédupliquer et sortir une sorte de golden record qui devient la table customer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas si simple qu'un site e-commerce où toutes les données sont dans Shopify. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent en fait d'un monde où il y avait énormément d'évolution des systèmes IT qui fait que cette constitution de la golden record représente un énorme enjeu. Et c'est là où on les aide. Ensuite, sur les événements digitaux, donc ce modèle de résolution d'identité va essayer de récupérer des événements qui viennent sur le site et d'essayer de les rattacher à des profils identifiés. Donc, notamment, le cas d'usage principal, c'est de se dire, j'ai un abandon de panier sur un parcours non identifié. Comment je peux savoir si c'est un client ou pas? Donc, c'est là, en gros, on va analyser sur des ID et des règles en fait que le client renseigne sur Dinmo pour identifier est-ce que c'est un événement à rattacher à un client identifié, ce qui permet derrière de rattraper ce client via le CRM pour lui dire bah, vous avez oublié votre commande. Merci beaucoup, Oussama. Bah, écoute, je pense qu'on est très bien. Je vais mettre fin à l'événement. Et bah, à bientôt. Merci beaucoup, Oussama, pour ton temps et la présentation. À bientôt tout le monde. Bonne journée.